Dans ce nouvel épisode, Léna Torino, née dans la capitale du parfum, se remémore ses balades olfactives dans la région de Grasse, parsemées de fleurs aux couleurs vives et aux odeurs folles. 2 caractéristiques qui inspirent sa création. Aujourd'hui responsable de mode chez Fragonard, Léna Torino nous livre sa vision du prêt-à-porter et nous raconte ses voyages pour la maison à la recherche d'artisans, motifs et inspirations. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la 3e saison de Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Léna. Bonjour Charlotte. Tu m'accueilles chez toi. Alors, je pense que je n'ai jamais été aussi perchée dans Paris. C'est vrai. J'ai sué de tout mon corps pour venir arriver jusqu'à toi, en haut de Montmartre. Autour de nous, c'est que les toits de Paris, la Tour Eiffel, les monuments. Et on est venu de bon matin. Enfin, je suis venue toute seule avec mon micro. De bon matin pour parler un petit peu d'odeur. Et je crois que... Alors, on va commencer par le début quand même, pour te présenter au public. Oui. Tu es responsable de la mode chez Fragonard. Depuis ça. Alors, ça va faire 11 ans qu'on a commencé, toutes les deux d'ailleurs, en même temps chez Fragonard. Donc, au départ, il s'est élargi, développé durant ces dernières années. Aujourd'hui, la mode, ça représente combien de personnes chez Fragonard ? C'est une bonne question qui est compliquée à répondre parce que donc il y a des graphistes en interne qui travaillent effectivement sur la mode, puisque toutes nos collections sont développées, créées, imaginées par nos soins. Nous avons 4 graphistes qui travaillent en interne chez Fragonard pour dessiner les collections, qui dessinent les imprimés, les broderies, qui imaginent les couleurs. Et avec moi aux commandes, ainsi que Céline qui développe à mes côtés les collections. Donc ça commence à faire une petite équipe. Ouais, en sachant que les graphistes, on te les emprunte un petit peu aussi. Je ne m'emploie pas trop, mais quand même, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, les collections mode chez Fragonard, on les connaît pour leurs couleurs, pour leurs motifs justement. Oui. Est-ce que c'est des choses que tu veux continuer à développer dans ce sens-là, justement, garder ce côté coloré? Tout à fait. Coloré et surtout, vraiment, l'idée, c'est de ne pas perdre cette création. Parce que je pense que... Le fait que ce soit une création interne, c'est ça ? Exactement, et surtout unique. Et je pense que toutes les deux, on est assez raccord là-dessus. C'est quand les femmes portent notre mode, notre prêt-à-porter, l'idée, c'est justement qu'elles se démarquent, qu'elles se sentent bien, il y a une affirmation de couleurs, de joie de vivre, de... Puis il y a un côté aussi un peu happy few, un peu unique, parce Exactement. que tu fais des petites productions. Petites productions, et c'est vrai que, franchement, quand je réfléchis un petit peu au travail que c'est, je me dis, waouh, on se donne. On se donne, parce que c'est vrai que les imprimés, on en crée je ne sais pas combien par saison. D'ailleurs, on finit par plus les compter, parce que l'idée, c'est de faire ce qui nous plaît. Voilà, chez Fragonard, c'est ça. On travaille vraiment au coup de cœur et on travaille, tant qu'il y a de l'idée, on continuera à créer. Bon, ce qui est un petit peu... ce qui peut être... un peu vertigineux. Un petit peu vertigineux, comme la vue qu'on a aujourd'hui. Mais ce qui, à la fois, c'est une chance. C'est une chance. Donc, non, l'idée, c'est de continuer dans les couleurs, dans des imprimés de plus en plus fous, de plus en plus... Puis, il y a un côté très joyeux aussi qu'on apporte. Tout à fait. Alors, avec les odeurs et les couleurs. Et justement, alors tu me racontais une petite anecdote. Toi, tu es née dans le sud. Oui, tout à fait. Je suis née à Grasse. Et tu es née dans quelle odeur, alors ? Dans quelle couleur ? Donc moi, je suis née au mois de février. Donc pour ceux qui connaissent bien les fleurs, le mois de février, c'est le mois du mimosa. Et donc, c'est le mois du jaune. Et c'est d'autant plus vrai. Fleurs, ces petites boules, ces petites boules jaunes qui embaument, mais divinement la nature. Tellement fort. Et donc il faut savoir que dans l'arrière-pays cannois, les collines sont couvertes de mimosas sauvages au mois de février. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a donc les collines autour de Mandelieu qui sont remplies de mimosas en fleurs. Et donc, on a la chance de pouvoir s'y balader, aller cueillir des bouquets. C'est vrai que c'est assez impressionnant pour l'avoir vécu moi-même
on s'y attend pas, on le sait pas, on connaît pas cet endroit. Enfin, du moins, c'est pas, voilà. Exactement. Pour ceux qui sont pas de la région, c'est quelque chose d'assez unique parce que les mimosas, on les connaît dans les jardins. On connaît pas une telle profusion de fleurs. Et c'est vrai que quand ils sont tous en fleurs au même moment, c'est impressionnant. Puis ça se sent de loin, ça se voit de loin. Ça se voit de loin parce que c'est un jaune vif, poussin, enfin très éclatant. Ma couleur préférée, d'ailleurs. C'est vrai ? C'est resté ta couleur préférée ? Sous je croyais que c'était le jaune moutarde. J'ai dit sous toutes ses formes. Mais effectivement, je suis connue pour mon jaune moutarde, qui n'est pas très commercial, malheureusement, mais qui effectivement fait partie de mon éventail de couleurs. Se rapproche au jaune. En fait, t'es comme le jaune frago. Alors, le jaune frago est plus orangé, ouais, mais plus safrané. Mais effectivement, ça reste un jaune, c'est une forme de jaune. C'est pour ça. Ouais. Donc, tu es né sous la lumière du mimosa. Oui. L'odeur du mimosa, c'est quoi ? Tu serais capable de nous la décrire ? Question compliquée. C'est doux, c'est comme du velours, c'est enveloppant. C'est vraiment comme ce petit pompon, parce que quand on fait attention, le pompon, il a des petites... je sais pas comment ça s'appelle, mais des petits... filaments un peu, non ? Oui, et puis de la poudre. Oui. Ah oui, tout à fait, oui, t'as raison. Elle a comme du pollen un peu. Exactement. Et je trouve que c'est cette sensation, quand on sent du mimosa, on se sent enveloppé, on se sent réconforté. Il y a un petit côté pollen. D'ailleurs, il y a une note miel dans le... Tout à fait. Et je sais pas si c'est parce qu'on l'associe à la couleur. Je sais pas à quel point... Parce que c'est vrai que ça joue vachement. Quand on voit une couleur, ça va forcément nous évoquer des odeurs. Et c'est vrai que ce jaune peut évoquer le miel. Mais c'est vrai qu'il y a une odeur sucrée. Il y a un petit côté miel, ouais. Moi, c'est le souvenir que j'en ai en tous les cas. C'est très, très agréable. Et moi, c'est vrai que le mimosa, c'est vraiment une note que j'aime mettre dans la maison en odeur d'ambiance. Ça va des vrais bouquets de mimosa, des diffuseurs. J'aime bien cette odeur pour la maison. Donc, Léna, née au milieu des mimosas. C'est ça. Je suis vraiment une caricature Fragonard. C'est ça. T'étais prédestinée, en fait. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres odeurs que tu associes à ton lieu de naissance ? Alors oui. Justement, cette odeur de nature. Parce que moi, je suis née à Grasse et j'ai grandi dans l'arrière-pays, entre Cannes et Nice, près de Vence. J'ai eu une enfance classique qui était effectivement entre la mer et la montagne. Et la montagne, pour moi, c'est vraiment des souvenirs de balades en forêt, des odeurs de sous-bois. Moi, tous les automnes, je suis allée aux champignons. Et c'est des odeurs qui évoquent tellement l'enfance et qui sont tellement réconfortantes pour moi. Cette odeur de mycélium, cette odeur de mousse, la forêt. Et ensuite, les odeurs de mer avec les embruns. Et ça va être des odeurs que j'associe plus à l'été. Les odeurs de crème solaire. Je suis quand même née sur la Côte d'Azur. Les odeurs de crème solaire, de monoï. C'est des odeurs qui sont très fortes, très présentes et très réconfortantes pour moi. Alors, c'est marrant que tu nous parles de cette cueillette aux champignons parce que je te disais juste avant qu'on commence, pour moi, s'il y a un parfum que j'associe à quelqu'un, c'est bien le patchouli et Léna. Oui. Effectivement. C'est vrai que c'est un parfum que tu mets très souvent. C'est mon parfum. C'est ton parfum. C'est mon parfum. J'en mets pas d'autres, en fait. Au début, j'alternais un petit peu. Mais c'est vrai que une fois que j'ai découvert le parfum patchouli de chez Fragonard, parce que c'est vrai que c'est celui-là. Sinon, j'en ai senti d'autres. Ça me représente pas autant. Celui de Fragonard, c'est vrai que ça a été un coup de foudre, une révélation. Et c'est vraiment très addictif. Je peux pas. Et là, un petit côté sous-bois, champignons. Totalement, un boisé très fort. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu ma marque de fabrique. Tout le monde m'associe à cette odeur. Cette odeur-là. Et je crois que ça me plaît d'être associée à une odeur. Justement parce que je sais que toi, c'est l'inverse. Tu aimes porter plein de parfums. Moi, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui me plaît dans cette idée d'être associée à une odeur. D'avoir une espèce de carte d'identité olfactive. Exactement. Et ça, je sais que je l'ai créé. Je m'y suis employée. Je le porte tous les jours. Et c'est vrai que maintenant, je me sens moins, donc j'en mets beaucoup. Excusez-moi. Plus ça va, plus voilà, c'est ça. Plus ça va, plus ça s'empire. Mais c'est... Oui, parce que souvent, on oublie, mais le cerveau s'habitue à l'odeur. Et donc, il ne faut pas en mettre plus le matin, le parfum. Attention. Non. Le patchouli, il est fort. En fait, c'est vrai qu'il est enveloppant, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Et il laisse un sillage assez prononcé.
Donc c'est vrai que moi le matin, quand je vais au bureau, les gens me sentent dans l'ascenseur. Ils disent Léna, on sait que Léna est arrivée. Ouais, c'est ça. Et le patchouli fait aussi le lien avec un pays que je pense que tu aimes beaucoup et dans lequel tu te rends plusieurs fois par an en général. C'est l'Inde. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de l'Inde, un petit peu de ce que tu y fais et des odeurs que tu y rencontres qui volontiers. T'ont marqué. Effectivement, j'ai la chance d'aller en Inde au moins une fois par an. Donc c'est le pays dans lequel on fait fabriquer le principal de nos collections mode. C'est un pays que j'adore pour son savoir-faire, puisqu'effectivement, on a la chance d'avoir des fournisseurs extrêmement doués, qui manient énormément de techniques encore faites à la main, telles que le block print, l'impression au cadre, la broderie. Donc beaucoup de savoir-faire beaucoup artisanaux, manuels, que tu cherches là-bas. Tout à fait. Ah mais tout est possible. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et surtout des fournisseurs très, très créatifs. Moi, je retrouve en Inde ce qu'on a dans nos bureaux, c'est-à-dire il y a un véritable dialogue qui se crée avec nos fournisseurs où eux-mêmes, de leur côté, nous apportent énormément. Ils ont cette folie, ils ont cette de création, d'imagination et de. Ah ouais, c'est formidable. D'accord. Et donc ça, c'est très fort, très présent. Donc quand on va en Inde, on va à Jaipur, qui est connu pour le textile, pour tout le travail de textile, d'impression et de block print. Très compliqué à décrire parce que effectivement, tu me demandais de parler des odeurs. C'est explosif. C'est explosif pour tous les sens, que ça soit. Et puis alors, tu traverses toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si je puis me permettre. Exactement. En termes olfactifs, en termes, de ce qu'on voit, des images, des sons. C'est un pays qui vous prend. Et les odeurs, en fait, c'est le grand écart, en permanence. C'est-à-dire que c'est des odeurs de fleurs, mais vraiment des odeurs de fleurs. Moi, j'ai un souvenir très précis parce que chaque fois, on se rend chez un fournisseur qui nous accueille par des colliers de roses fraîches et qui nous met autour du cou. Bah, c'est indescriptible. Parce que c'est unique, c'est un jardin, en fait. C'est des odeurs de roses. On sent la fraîcheur, on sent limite la rosée. C'est incroyable. À côté de ça, on va passer à côté d'odeurs de bouse de vache, d'égout, de poubelles. Ouais. Et ensuite, on reprend par l'encens, puisqu'il y a des temples partout, par des odeurs d'épices, des odeurs de chai, des odeurs... Donc c'est toujours, en fait, on passe de tout au tout. Et c'est pareil pour, effectivement, les visions. C'est l'extrême délicatesse, beauté, sens du détail, mais incroyable, avec la plus grande horreur, c'est... Et quand tu visites les ateliers, les manufactures où on fait le block print, l'impression, tu disais l'impression au cadre, c'est ça? Oui, la sérigraphie. La sérigraphie. Les odeurs sont différentes dans ces ateliers? Bien sûr, bien sûr. Tu pourrais nous décrire un peu ce que tu sens, c'est compliqué? Non, parce que je pense que c'est des odeurs les odeurs des couleurs, les odeurs des encres d'impression. Donc du coup, c'est des odeurs un petit peu peut-être agressives, limite au nez. Des odeurs d'alcool, un petit peu. Les odeurs de sueur aussi. Puis la chaleur. Moi, j'ai le souvenir d'un atelier au dernier étage. Oui, tout à fait, à Jaipur, auquel on était allés ensemble. De block print. Et c'est vrai que c'est beaucoup des hommes qui travaillent le block print. Parce que c'est essentiellement des hommes. C'est un travail, effectivement, qui est, on va dire, réservé, effectivement, aux hommes, qui a été appris, qui s'est transmis de père en fils. C'est une technique, en fait, très compliquée, très longue à apprivoiser. À maîtriser. Et à maîtriser. Et effectivement, c'est un art. Hein. Quand on le voit, c'est d'une précision. Il faut savoir que la technique du block print, donc c'est la technique du tampon de bois. Et c'est un tampon par couleur. Donc, il faut savoir que les block print, on peut aller jusqu'à 8 couleurs, c'est énorme. Donc, on vient remplir, en fait, à chaque fois au tampon. Mais il n'y a pas de dessin. Ils le font vraiment à l'œil. Ils le font à la précision des gestes. Et c'est impressionnant. C'est très beau à voir. En plus, ils sont d'une délicatesse. Ils ont des mains magnifiques. Moi, je pourrais passer vraiment beaucoup de temps à les regarder. Et je sais qu'il y a un autre pays que tu aimes beaucoup, avec des odeurs
alors là, pour le coup, à mon avis, très différente. Bien différente, ouais. C'est la Finlande. C'est la Finlande, effectivement. Quelle est l'odeur, là, si je te dis tout de suite, associe-moi une odeur à la Finlande, c'est laquelle qui te ressort la première? À moi, tout de suite, c'est le sauna. Le sauna, l'odeur du sauna. C'est le sauna, mais après, c'est de manière générale le bois. Ah oui. C'est un pays, pour moi, qui est associé au bois, c'est-à-dire que ça soit par ses forêts de sapins, que ça soit par, effectivement, le sauna, qui a une odeur très, très particulière, tu la connais toi aussi, qui a de bois fumé, de bois, de bois brûlé, Ouais, c'est unique. Le sauna, c'est vraiment et puis c'est une odeur sèche, de bois sèche. Et ensuite, les odeurs de feu de bois, puisque, effectivement, en Finlande, on fait des feux de bois dehors, on fait des feux de bois dedans, on fait absolument tout le temps des feux de bois pour se réchauffer. Et l'odeur de la neige. Alors, ça aussi, c'est une odeur qui est très dure à décrire, mais qui est là. Qui est vraiment présente. Ouais. Et moi, c'est un truc qui m'avait marqué. Et je sais pas à quel point, justement, c'est la vision qui nous donne. Je sais pas. Non, c'est une odeur. C'est une odeur qui est cristalline, qui a un côté très pur, en fait. Très, très pur. Et il faut savoir que la Finlande, c'est un des pays où l'air est le plus pur au monde. Et donc, du coup, c'est vrai que quand j'y suis, j'ai tendance à respirer à plein poumon. C'est des odeurs, en fait, assez primaires. C'est-à-dire que ça part moins dans tous les sens que l'Inde, justement. Ouais. Où il y a une complexité. Oui, et c'est plus fort. Enfin, dans le sens... là, la Finlande, c'est plus linéaire, c'est plus subtil. Mais c'est des odeurs très... Ouais, très primaires, très naturelles, en fait. Hein. C'est ça. Le verre, le bois, la neige, le vent. Exactement. Éventuellement la fourrure. Éventuellement la fourrure. Mais c'est vrai, non, c'est des odeurs aussi, effectivement. Ils portent encore... on retrouve la fourrure, les peaux de renne dans les intérieurs. Faut aller ou que ça soit la fourrure même des chiens quand on va en Laponie. Il y a un plat que tu aimes pour nous faire saliver un peu. La Finlande, on connaît pas bien. Alors moi, je vais un petit peu à la facilité parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui va parler à tout le monde et qui est d'un réconfort absolu. C'est la brioche à la cannelle, les poulas. Et ça, c'est incroyable. Et en fait, ils mettent de la cardamome. Et ça, c'est vraiment... c'est leur petit truc en plus par rapport... Parce que pour moi, la brioche à la cannelle, je l'associerais plus à l'Amérique, aux États-Unis. Alors non, c'est pas la même brioche. D'accord. Et effectivement, là, c'est des brioches beaucoup plus... La brioche américaine est peut-être plus grasse. Je l'associe très imbibée, peut-être, plus épaisse. Là, c'est des brioches... c'est plus des brioches, justement, qu'un gâteau. C'est peut-être ça la différence. Et effectivement, il y a ce côté cardamome. Et ça change tout. Ah ouais. Ouais, ça change tout. Ouais, et est-ce que tu as eu un choc olfactif une fois? Une odeur que tu as pu sentir et qui t'a perturbé et qui continue de te perturber éventuellement? Ah oui, un truc un peu étonnant de raconter. Continue d'en faire des cauchemars. C'est bien sûr, c'est l'odeur du durian qui est une odeur pour ceux qui ont voyagé en Asie du Sud-Est. Ouh là là. Donc le durian est un fruit assez énorme avec des pics. Il ressemble un peu à un dinosaure. C'est très... il a tout. Il a tout pour être perturbant et clair. Pour faire des cauchemars. Moi, la première fois que j'ai senti du durian, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et donc j'ai fait une tête. D'ailleurs, je l'ai fait à l'instant. Le souvenir c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ça sent un peu le vomi. Pour moi, c'est une anomalie de la nature. On est d'accord. C'est quelque chose. Et pourtant, il y a des grands amateurs du durian. Moi, une de mes très bonnes amies qui est indonésienne, en raffole, je dirais pas ça, mais arrive à y trouver quelque chose de fin. C'est pas mon cas. Ouais. C'est pas mon cas. Non. Je dirais le durian pour répondre à ta question. Okay. Pour terminer notre entretien, Léna, je voulais savoir si pour toi le bonheur avait une odeur. Alors le bonheur, oui. Pour moi, il revêt beaucoup d'odeurs. J'en ai déjà cité beaucoup pendant cet entretien, mais je vais finir par une odeur de garrigue. Donc une odeur de buisson, de thym, de lavande, de genêt. Ça, c'est l'odeur du bonheur. Ouais, la Provence.
C'est le bonheur et la liberté un peu. Exactement, puisque c'est de grands espaces. Ouais. Merci beaucoup, Léna. Merci à toi. Merci. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Média. Pour découvrir d'autres portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et partager le podcast.